Salut les game devs, dans ce nouvel épisode, nous allons voir ensemble comment créer un fusil automatique qui va lancer des lasers. Donc, en haut à droite, vous avez le nombre de munitions. Si je maintiens la souris, les munitions se vident. Si je la lâche, les munitions se rechargent. Et si jamais j'utilise la totalité des munitions qui sont à ma disposition, je ne peux plus tirer tant que mes munitions ne sont pas complètement chargées. Allez, c'est parti! Alors, comme d'habitude, j'ai le projet que nous avons développé depuis le début de la série, et ici, pour le moment, Wraith ne peut utiliser qu'un seul type d'arme, donc le Primary Gun, qui ne tire des balles que lorsque je fais un clic à la souris. Donc là, maintenant, nous allons préparer notre personnage de manière à ce qu'il puisse utiliser d'autres types d'armes, donc en l'occurrence, dans cet épisode, un fusil automatique. Et pour commencer, je vais faire un clic droit ici dans le Content, je vais aller dans Blueprint, Enumeration, et je vais créer un énumérateur qui va s'appeler Weapon Type. Je vais l'ouvrir, et ici dans le Weapon Type, je vais ajouter deux entrées. La première entrée, ce sera Primary Gun, donc c'est le gun que nous avons développé au début de cette série, et la seconde entrée, ça va être Automatic Gun. Vous pouvez l'appeler Laser Gun si vous voulez. Donc je ferme ça. Ensuite, j'ouvre le player. Donc dans le BP du player, ici dans le Begin Play, nous avons mis en place l'ajout du Main UI qui permet d'afficher le système d'Active Reload qui est en haut à droite. Or là, nous allons développer un nouveau gun. Donc cette fois-ci, nous allons retirer cet appel-là. Nous allons le réimplémenter un petit peu plus tard. Je vais compiler ça. Ensuite, je vais ajouter une variable que je vais appeler Current Weapon et je vais la mettre de type Weapon Type, donc la structure que nous venons de créer. Je compile ça, et je vais mettre pour l'instant au type, je vais vérifier que j'ai bien le type Primary Gun ici par défaut. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir ici, au niveau de la partie Primary Action, donc qui récupère le clic gauche de la souris, et le Input Action Reload qui permet de définir lorsque l'utilisateur appuie sur la touche R pour recharger son gun. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter à cet endroit-là, juste après la partie combat, je vais prendre le Current Weapon et je vais tirer un switch. En gros, à chaque fois que l'utilisateur va vouloir tirer avec son gun, on va vérifier est-ce qu'il utilise un primary gun ou un automatic gun. Et en fonction de ce qui va être, de ce qui est équipé, on va faire une action ou l'autre. Donc là, si c'est le primary gun, je vais utiliser le primary gun. Ici, pareil, donc dans le reload, je vais mettre la même chose. Donc si c'est le primary gun, on utilise la logique du trigger reload directement codé dans le primary gun. D'ailleurs, je vais prendre cette partie du code et je vais la déplacer un peu plus haut, histoire d'avoir un peu de place. Donc là, une fois que c'est fait, je vais compiler ça, sauvegarder. Je vais aller dans le content, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler Laser Gun. Donc ça, c'est le Automatic Gun. Je vais faire un clic droit, Blueprint Class, je vais créer un nouvel Actor Component, AC _ Laser Gun. Je vais l'ouvrir et en fait, lui, il va se comporter un petit peu, il va garder toute la logique qu'il y a dans le gun, un peu comme ce que nous avons fait avec le Primary Gun. Donc là, je vais juste créer deux fonctions que je vais utiliser, deux événements que je vais utiliser plus tard. Le premier, c'est un custom event que je vais appeler Start Firing Weapon. Donc ça, c'est lorsque je vais cliquer sur le bouton gauche de la souris, on va commencer à lancer les lasers, et ensuite je vais faire un autre custom event, et je vais appeler ça Stop Firing Weapon. Donc cet événement-là va être appelé lorsque je vais lâcher la souris, donc lorsque je ne veux plus tirer de laser. Donc je compile, je sauvegarde, et je vais aller dans le BP Player, je vais venir dans Add Component, et je vais chercher Laser Gun. Ici, on a donc le laser gun qui a été ajouté, donc c'est notre fameux component qui va gérer les tirs du fusil automatique. Et donc là, en fait, je vais faire une petite logique, hop, je vais décaler ça. Ici, je vais dupliquer ce code, je vais mettre là. Je vais brancher sur le release du primary action. Donc je vais faire un petit peu d'espace pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Et donc là, lorsque on a un automatic gun, donc ici, je vais prendre le laser gun et je vais faire appel à l'événement Start Firing Weapon. Donc le Start Firing Weapon, je vais le brancher ici. Donc là, c'est lorsque je vais cliquer sur le bouton, donc on pressed, et lorsque je vais lâcher le bouton, je vais faire un Stop Firing Weapon.
Tac. Donc là, je compile, je sauvegarde et on peut passer à la suite. Alors, bien qu'on ait l'impression qu'il s'agit d'un unique laser qui part du fusil de Wraith, il s'agit en fait d'un fusil automatique qui lance des lasers à intervalles réguliers. Et donc, c'est ce que nous allons implémenter tout de suite. Donc, dans le AC Laser Gun, nous avons les deux fonctions Start Firing Weapon et Stop Firing Weapon. Et je vais taper une petite logique que je vais vous expliquer ensuite. Donc, Set Timer by Event. Je vais cocher le looping. Je vais tirer un event ici. Je vais faire un Custom Event. Je vais appeler ça Fire. Ensuite, ici, je vais créer une première variable de type float que je vais appeler max ammo count. Je vais dupliquer cette variable-là et je vais appeler ça firing max duration. Je vais compiler pour leur assigner des valeurs par défaut. Donc, le max ammo count, je vais mettre ça à 100. Le firing max duration, je vais mettre ça à 2. Et ensuite, ici, depuis le time du set timer by event, je vais faire un divisé. Je vais prendre 1. Je vais mettre ça là. Ensuite, je vais tirer un divisé dans la partie du bas. Je vais brancher le max ammo count. Ensuite, je vais brancher le firing max duration. Donc, max ammo count divisé par firing max duration. Ici, je vais faire un clic droit, promote to variable. Je vais appeler ça th firing. Et le stop firing weapon, ici, je vais tirer le th firing, je vais faire un get, et je vais faire un clear and invalidate timer by handle. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, ici, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton de la souris, on va faire appel à cette fonction. Cette fonction va lancer un timer qui va répéter, qui va lancer à intervalles réguliers la fonction fire, qui, elle, en fait, va être responsable de tirer des munitions, tout simplement. Et ici, ce petit calcul que je viens de faire, il est assez facile à comprendre, en fait. Le max ammo count représente le nombre de munitions maximales, donc je l'ai initialisé à 100. Le firing max duration, c'est le temps qu'on veut prendre pour utiliser la totalité des munitions. Donc lorsque je maintiens, c'est le temps que la jauge prend pour se vider. Donc si je divise le max ammo count par le nombre de secondes, donc ici 2 secondes, ça veut dire qu'il faut que je fasse 50 munitions par seconde. Et du coup, 50 munitions par seconde, il faut calculer le temps, le nombre de munitions qu'il faut tirer, enfin la vitesse de tir des munitions. Et donc, je divise 1 seconde par ce temps-là et j'obtiens le temps, le nombre de fois qu'il faut tirer le fire par seconde. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler ammo count. Cette variable-là, elle a en fait le nombre de munitions actuelles que nous avons en stock. Et donc, cette variable-là, il faut qu'on l'initialise au début. Donc, je vais faire un begin play ici. Et je vais lui assigner la valeur qu'on a assignée à max ammo count. Donc, c'est normal, lorsqu'on lance le fusil, on va assigner le nombre de munitions maximales par défaut. On donne un chargeur qui est plein, tout simplement. Donc, une fois que c'est fait ici, à chaque fois que je vais tirer, je vais prendre le ammo count, donc le nombre de munitions que nous avons, et je vais faire moins, moins, pour retirer une munition à chaque fois que cette fonction est appelée. Ensuite, une fois que j'ai retiré la munition, je vais tirer pour de vrai, donc vraiment une munition. Donc là, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler Fire One Projectile. Donc cette fonction-là, nous allons l'implémenter un petit peu plus tard pendant ce tuto, mais tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire un print string et je vais juste afficher le ammo count. Comme ça, au moins, on sait que ça a bien été appelé. Donc là, ici, je vais faire un fire one projectile. Et donc là, on a à peu près la grande base. Donc si je lance et que je maintiens la souris, hop, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que je change ici le current weapon. Je vais mettre ça à automatic gun. Comme ça, au moins, lorsque je vais cliquer, on fait appel en fait au laser gun que nous venons de paramétrer. Donc là, si je maintiens, on a bien le nombre de munitions qui diminue sur la gauche. Donc là, il nous reste, on tombe en dessous de 0, mais c'est pas grave. On va traiter ça tout de suite, justement. Donc là, maintenant que nous avons créé la base, nous allons faire la partie qui consiste à faire l'overcharge. L'overcharge, c'est quoi? C'est lorsque la totalité des munitions qui ont été utilisées, nous allons rentrer dans un état overcharge qui interdit le fait de tirer, tout simplement. Donc là, ici, je vais faire un branch et je vais vérifier est-ce que le ammo count, donc le nombre de munitions que nous avons, est tombé en dessous de 0. S'il est tombé en dessous de 0, je vais ajouter une nouvelle variable. Je vais la mettre de type booléen
et je vais appeler B is overcharge. Donc si jamais on est tombé en dessous de 0, on active le mode overcharge, et en fait, qu'est-ce qu'il va se passer? On va arrêter de tirer tout de suite. Donc stop firing weapon. Donc dès qu'on atteint 0, on arrête de tirer et on lance le mode overcharge. Lorsqu'on est en mode overcharge, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir ici faire un branch qui va nous permettre de dire si jamais tu es en mode overcharge, tu n'as pas le droit de tirer une nouvelle fois. Donc is overcharge, je vais faire un note. Donc là, j'arrive ici, hop, je branche ça, je compile, et lorsque je lance ici, je vais tirer, je maintiens, et vous voyez qu'on va s'arrêter à 0. Donc là, on s'est arrêté à 0 au bout de 2 secondes. Alors maintenant qu'on a fini de traiter le tir de projectile, on va s'attaquer au fait de recharger. Donc ici, je vais faire un custom event que je vais appeler start recharging. Ensuite, je vais faire un deuxième custom event que je vais appeler stop recharging. Alors, à quel moment est-ce que ces deux événements sont appelés? Le start recharging est appelé lorsque l'utilisateur va lâcher le bouton de la souris, c'est-à-dire lorsque stop firing weapon va être appelé. Donc là, je vais faire appel à start recharging. Et ce qui est pratique avec le fait de placer le start recharging ici, c'est tout simplement parce que si l'utilisateur lâche le bouton, on arrête de tirer et on lance la recharge des munitions. Mais aussi, si jamais on entre en mode overcharge, on arrête de tirer aussi et on lance aussi la recharge. Donc là, maintenant que nous avons le start recharging, le stop recharging, à quel moment est-ce qu'il va être appelé? Il va être appelé lorsqu'on a rempli totalement la quantité de munitions qu'on peut avoir. Donc maintenant, je vais taper une nouvelle logique et je vais vous expliquer ensuite comment ça fonctionne. Donc là, je vais faire un hop, set timer by event. Ici, je vais tirer un custom event. Je vais appeler fill1emo. Ensuite, je vais faire un promote to variable. Ici, th recharge. Voilà. Là, dans le stop recharging, je vais faire un clear invalidate timer by handle. Ensuite, je vais mettre un looping. Et ici, je vais faire un divisé. Je vais mettre ça à 1. Hop. Ici, je vais faire un autre divisé. Je pense que vous allez deviner ce que je suis en train de faire. Je vais mettre ça à dans le max emo count ici. Là, je vais mettre ça à 3 et je vais faire un clic droit, promote to variable, et je vais appeler ça recharge max duration. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? C'est simple, c'est un peu la même chose qu'ici, sauf que cette fois-ci, nous allons recharger une munition à chaque fois que le timer va être appelé, donc le fill1emo. Donc là, c'est le même calcul, plutôt que de calculer le temps que ça va prendre pour vider totalement le chargeur, on va prendre cette fois-ci le temps que ça va prendre pour recharger complètement le chargeur. Et là, j'ai mis 3 secondes, ça veut dire qu'en gros, lorsqu'on tire, ça vide beaucoup plus vite que lorsque ça se recharge. Ça permet d'ajouter un petit peu de tension, tout simplement. Je pense que vous avez sûrement l'habitude de voir ces choses-là dans les jeux. Et donc ici, fill1emo, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple, je vais prendre le emo count. Cette fois-ci, plutôt que de faire un moins, je vais faire un plus, increment float. Voilà. Et ensuite, je vais mettre un branch. Je vais prendre le emo count et je vais vérifier est-ce qu'il est supérieur ou égal au max emo count. Voilà. Je vais brancher ça là. Si jamais on a atteint ce truc-là, ce que je vais prendre, c'est le emo count ici. Je vais le brancher là. Je vais lui donner, par précaution, le nombre de munitions maximum. Je vais faire également un stop recharging. Et voilà. Donc là, lorsque je vais recharger, à chaque fois qu'on appelle cette fonction-là, on va ajouter une munition. Lorsque on a atteint le nombre de munitions maximales, donc lorsque le chargeur est plein, on va arrêter de recharger, donc on arrête le timer ici, et ensuite on va mettre le nombre de munitions max dans le emo count. Ça c'est juste une petite précaution au cas où on ne sait jamais, des fois ça peut peut-être aller au-delà du nombre de munitions maximales. Ici je vais ajouter une autre partie encore de code, c'est qu'en fait on va vérifier, est-ce que je suis en mode overcharge? Si j'étais en mode overcharge pendant le rechargement, ça veut dire que l'utilisateur ne peut pas tirer. Et comme là nous avons rempli complètement le chargeur, le is overcharge, on peut le mettre en négatif. Donc là,
Normalement, tout est OK. Je vais compiler, sauvegarder et lancer l'exécution. Et donc là, si je tire, ça vide. Et en fait, on ne voit pas lorsque ça recharge. Je vais faire un petit print string ici. Je vais brancher ça là, juste pour vérifier. Donc là, lorsque je tire en vide et lorsque je lâche, c'est en train de se remplir et ça va arrêter à 100. Alors maintenant qu'on a fini d'implémenter le tir et la recharge des munitions, nous allons nous attaquer au HUD. Donc je fais un click droit, User Interface, Widget Blueprint, je vais appeler ça WBP Laser Gun. Et donc cette partie-là va nous permettre d'avoir notre jolie barre de chargement en haut à droite. Donc comment est-ce qu'elle va fonctionner cette barre-là? Ici, je vais ajouter une Progress Bar. Je vais appeler ça My Progress Bar. Je vais prendre le Ensure ici pour mettre ça à droite. Ensuite, je vais mettre la barre de progression ici. Je vais la redimensionner un petit peu. Hop. Ensuite, cette barre-là, moi j'aimerais bien ajouter du texte au-dessus, donc je vais faire un clic droit. Je vais faire un Wrap with Overlay, donc je vais mettre cette barre-là dans un overlay qui permet en fait, avec l'overlay, on peut superposer des widgets les uns sur les autres. Donc je sélectionne ma Progress Bar. Ici, je vais faire en sorte qu'elle remplisse entièrement l'espace qu'elle a de disponible. Ensuite, dans l'overlay, je vais ajouter d'abord une horizontal box, ici. Je vais la glisser dans l'overlay. Ensuite, dans cette horizontal box, je vais ajouter du texte. Une fois et deux fois. Donc, le premier bloc de texte ici, je vais venir dans texte là changer la valeur. Je vais mettre energy, charge, espace de point, espace. Donc en fait, ce texte-là va permettre de donner la charge actuelle que nous avons, le nombre de munitions en fait qu'on a à notre disposition. Donc j'agrandis un petit peu. Ensuite, je resélectionne le horizontal box. Je vais faire en sorte qu'il soit centré en cliquant ici. Et en fait, le text block ici, c'est lui qui va permettre d'afficher le nombre de munitions. Donc pour l'instant, je vais le mettre à 100. Donc il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder. Donc ici, on a bien notre barre qui apparaît en haut à droite. Et je vais aller dans le graphe ici pour coder une petite logique. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais supprimer ça. Et en fait, je vais faire en sorte, premièrement, que lorsque la barre, je vais la mettre à 50 ici, à 1, pardon, pour qu'elle soit pleine, pour voir un petit peu la couleur, j'aurai besoin de deux fonctions. La première, c'est un custom event que je vais appeler update state. Donc ce custom event là, il va changer de couleur lorsqu'on est en mode overcharge. Donc cet événement va prendre en entrée un booléen que je vais appeler b is overcharged. Et ensuite je vais prendre la progress bar, je vais faire un set fill color and opacity. Ici je vais brancher un select color. Je vais tirer le is overcharged. Je vais venir là, je vais sélectionner la barre, je vais faire un clic droit, copie. Ici, dans le B, je vais mettre, hop, du bleu. Bon, en fait, ça ne servit à rien que ce que j'ai fait juste avant, là, le fait de copier. Et là, je vais mettre du rouge. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce que je viens de faire. Donc en gros, ici, lorsque je vais appeler cette fonction-là, je vais dire, est-ce que je suis en mode overcharge? Si je suis en mode overcharge, donc pick A, donc je prends le A, je deviens rouge. Si jamais je ne suis pas en mode overcharge, je mets la couleur par défaut. Donc là, j'ai mis bleu. En fait, j'ai essayé de copier la couleur bleue qu'il y avait là, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, je vais même aller plus vite que ça. Je vais copier le texte qu'il y a là. Et ici, je vais le coller. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc là, ça permet de changer la couleur. Et la deuxième fonction qu'il va me falloir, c'est donc un autre custom event que je vais appeler update AIMO count. Alors, ce custom event-là, il aura besoin de récupérer l'actor component. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, je vais faire une nouvelle variable, je vais appeler ça component. Je vais mettre ce component-là de type AC underscore laser gun. Je vais activer le petit œil ici et je vais faire expose on spawn. Ça veut dire que lorsqu'on va créer ce widget dans l'actor component, on pourra changer la valeur de cette variable. Donc ici, je prends ça, je fais un AIMO count, get AIMO count, ensuite je fais un get max AIMO count, je divise les deux, tac. Ensuite, je vais prendre my progress bar, je vais faire un set %,
Je vais brancher ça là. Et ensuite, il va me falloir récupérer ici le texte qu'il y a là. Donc, je vais appeler emo count. Voilà, je vais cocher le isVariable pour qu'il soit accessible directement ici dans l'event graph. Et je vais faire un setText. Donc, ce setText, je vais récupérer le emo count qui est ici. Je vais le brancher là. Là, je vais décoller. Je vais mettre ça à 0 et je vais vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Donc en gros, lorsque je vais faire un update emo count de ce widget, il va récupérer l'actor component et il va diviser le nombre de munitions actuelles par le nombre de munitions maximales. Ça va nous donner un pourcentage, donc un nombre complet entre 0 et 1, et je vais brancher ça dans le progress bar. Donc le % ici, le pourcentage de la progress bar, vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, mais il va seulement de 0 à 1. Ici, si je vais à 0, je vais à 1. Si je mets plus, ça ne change rien du tout. 1, en fait, c'est 100%. D'où ce calcul-là. Ici, en fait, le emo count, donc ce texte-là, je le change et je le mets à jour en fonction du nombre de munitions que j'ai de dispo. Et là, ici, j'ai déplié et j'ai mis à 0 le minimum fractional digits et le maximum fractional digits à 0, tout simplement parce que je ne veux pas de virgule. Donc là, je compile et je sauvegarde. Maintenant, de retour dans l'actor component laser gun, ici, je vais créer ce nouveau widget et je vais l'appeler. Donc là, je vais venir dans le begin play. Donc lorsqu'on va l'équiper, je vais faire un create widget. Je vais créer un widget de type WBP laser gun. Là, je vais faire un clic droit, promote to variable, je vais appeler ça widget et je vais l'ajouter au viewport. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici, on a le component. Donc, c'est la fameuse variable qu'on a créée qui va être utilisée. Donc, je vais prendre un self et je vais brancher ça là. Comme ça, au moins, le component qui va être appelé ici, c'est en fait le laser gun. Donc là, c'est pas fini. Tout de suite après le add to viewport, je vais faire un update emo count pour qu'il récupère tout simplement le nombre de munitions actuelles au moment où on l'ajoute au viewport. Donc maintenant que ça c'est fait, nous allons venir dans le start firing weapon ici. Ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais faire baisser le nombre de munitions actuelles ici, je vais prendre mon widget et je vais faire un update emo count. Donc là, on met à jour le widget pour qu'il y ait justement le nombre de munitions affiché correctement sur le widget. Ensuite, ici, dans la partie overcharge, donc dès qu'on active le mode overcharge, je vais prendre le widget, je vais faire un update state pour changer sa couleur en fonction de l'état actuel. Et comme l'état actuel, c'est qu'il est en mode overcharge, je vais cocher la case ici. Enfin, dans la partie start recharging, ici, pareil, lorsqu'on change le nombre de munitions que nous avons à notre disposition, je vais prendre le widget, je vais faire un update emo count, je vais brancher ça là, hop, et pareil pour le mode overcharge ici, lorsqu'on désactive le mode overcharge, on désactive aussi sur le widget. Donc là, c'est bon. Il me reste un dernier truc à corriger, c'est ici, dans le Start Firing Weapon, à chaque fois que nous allons tirer, si jamais on est en train de recharger, je fais un Stop Recharging. Comme ça, au moins, on n'a pas la recharge et le tir qui entrent en conflit. Donc là, si je lance l'exécution, lorsque je tire, vous pouvez voir que la barre d'énergie se vide correctement. Lorsque je lâche, elle se recharge. Et lorsque je la vide complètement, on entre en mode Overcharge. Alors maintenant, on va revenir sur Niagara, ça fait super longtemps, on va utiliser Niagara pour créer notre fameux projectile, donc le fameux laser qui apparaît lorsqu'on tire. Donc là, je vais faire un clic droit, je vais venir dans FX, je vais choisir Niagara Emitter, et je vais prendre un émetteur à partir d'un template de base. Donc la première option, je vais choisir Dynamic Beam, parce que c'est bien un laser que nous voulons faire, et je vais appeler ça NE_projectile auto gun. Je vais ouvrir ça. Donc là, ici, j'aime bien en fait venir dans Window et ensuite je vais dans Preview Scene Settings, Environment. Ici, je décoche Show Environment. Comme ça, au moins, je vois bien ce qui apparaît ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un laser qui apparaît. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer d'abord par aller directement dans Emitter State, ici. Et le Loop Behavior, je vais mettre ça à Once. Donc en fait, le laser va apparaître une fois et il va disparaître. À la base, il était mis sur Infinite. Donc Infinite, c'est qu'il allait boucler à chaque fois que le lancement est terminé, en fait, simplement que le playback est fini. Ensuite, je vais aller dans le Particle Spawn, ici, donc lorsque la particule apparaît, qu'est-ce qu'on fait? Je vais venir dans Beam Width, et ici, en fait, vous avez une sorte de courbe, et vous voyez que c'est Beam Width. Donc c'est l'épaisseur de la
du beam, en fait, la forme du beam est définie directement ici grâce à cette courbe. Donc là, si par exemple, je prends cette courbe et je la déforme, vous allez voir ici à droite qu'elle change de forme. Donc là, elle se met à jour vraiment en fonction de la forme de la courbe que j'ai donnée. Donc moi, je veux vraiment juste un laser qui va être droit, rectiligne. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser une courbe, je vais juste donner une épaisseur de base. Ici, vous allez cliquer sur la petite flèche tout en haut dans le beam width. Ça va ramener tout ça à une valeur par défaut. Donc ici, je vais mettre 5. Donc tout le beam aura une épaisseur de 5 tout le long de sa forme, si je puis dire. Donc ensuite, un truc qui me dérange un petit peu, c'est le fait qu'au fur et à mesure, on a l'impression que le beam il fade, donc l'opacité du beam diminue petit à petit. Donc je vais vite créer un matériau ici. Je vais faire un clic droit. Je vais venir dans Material. Je vais appeler ça M _ projectile _ autogun. Je vais ouvrir. Ici, le material domain, je vais laisser à surface. Le blend mode, je vais mettre à additive. Le shading model, je vais mettre à unlit. Ici, et je vais descendre en bas pour choisir, pour ne pas oublier de dire qu'il s'agit d'un Niagara Ribbons. Donc, en gros, voilà, c'est des paramètres par défaut, l'additive et le unlit permettent de ne pas éclairer tout ça. Donc là, je vais faire un clic droit, je vais faire un particle color. Donc ici, c'est une variable qui peut être donnée directement depuis l'émetteur à ce matériau. Donc je vais brancher ça ici, je vais faire un multiply, je vais brancher là. Ici, je vais faire un clic droit, promote to parameter, je vais appeler ça emissive. Ensuite, le opacity, je vais brancher ça là. Je vais appliquer. Je vais revenir dans le content. Je fais un clic droit sur mon material, create material instance. Je vais ouvrir ça. Et donc là, ici, dans le material instance, on a l'emissive que je vais mettre par défaut à, admettons, 30. Donc là, ça va me créer une boule lumineuse. Donc ça va me donner un laser qui va vraiment être lumineux. Donc je sauvegarde ça, je reviens dans mon émetteur. Ici, je vais sélectionner le ribbon à la fin, le ribbon renderer. Et là, le default ribbon material, je vais faire un M _ projectile. Et je vais prendre le autogun _ inst. Donc là, vous pouvez voir que du coup, il est devenu complètement opaque du début à la fin. Il n'y a plus de cet effet de fade sur la toute fin. Et donc, une fois que ça c'est fait, nous allons venir dans le beam emitter setup ici pour voir un peu deux valeurs. Alors ici, vous avez les paramètres du beam. On a la position de départ, donc ici le absolute beam start, et le simulation position veulent dire en fait que le début du beam, donc du laser, se trouve au niveau de l'émetteur. Le beam end, en fait, c'est à quel endroit est-ce que la fin du laser se trouve. Donc là, vous pouvez voir que plus j'augmente, plus le laser devient long. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien définir cette valeur directement depuis mon blueprint. Donc, lorsque je vais tirer, je veux voir l'endroit de l'impact, je veux dessiner un laser jusque-là. Donc, ce que je vais faire, dans User Exposed, ici à gauche, je vais cliquer dessus. Je vais choisir Vector. Ça va me créer une nouvelle variable ici. Et je vais appeler ça Beam End. Custom Beam End. Je vais brancher ça ici. En fait, ce que ça va me permettre, c'est que je vais pouvoir changer ce paramètre un peu à la manière d'un matériau directement depuis un blueprint. Ici, je vais choisir Absolute Beam End. Ça veut dire en fait que le point, la location que nous allons donner sera une location absolute, c'est-à-dire une vraie position dans le monde et pas une position relative à l'émetteur. Un autre truc que je vais faire tout de suite aussi, c'est que je vais créer un nouveau float que je vais appeler, alors si je ne me trompe pas, c'est Custom Lifetime. Alors ce Custom Lifetime, en fait, je vais venir dans Initialize Particle, et ici, le Lifetime, je vais brancher ça là. À quoi est-ce qu'il va servir? C'est tout simplement parce que lorsque je vais utiliser mon laser gun avec le set timer, j'aimerais bien que lorsqu'on tire un deuxième laser, que le premier, en fait, il disparaît. Donc là, on a ce truc-là. Ici, je sauvegarde, je retourne dans le content et je vais faire un clic droit sur mon émetteur et Create Niagara System. Donc là, nous avons créé un système qui va pouvoir être utilisé directement dans notre blueprint. Maintenant que notre système de particules Niagara est prêt, il ne nous reste plus qu'à implémenter dans le AC Laser Gun le Fire One Projectile. Donc ici, je vais supprimer mon print string, je vais taper une petite logique et je vous explique ensuite. Line trace by channel. Ensuite, je vais faire un get player controller. Je vais faire un dproject screen to world.
Ensuite, ici, faire un multiply vector 2D par float. Je vais mettre à 0,5. Get viewport size. Je branche ça là. Ici, je branche la base. Là, je fais un plus. Vector plus vector. Je branche ça ici. Ensuite, là, je vais faire un multiply. Vector par float. Ici, je me suis trompé, je mets ça là. Là, je mets ça là. Ici, je vais faire une valeur de 10 000. Hop. Promote variable, je vais appeler ça range. Ensuite, le trace visibility, je vais mettre ça à weapon. Voilà. Et normalement, c'est bon. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? C'est je viens de faire un line trace, donc je vais lancer un rayon depuis le centre de l'écran. Donc si vous voulez savoir un peu comment ça fonctionne, je vous invite à regarder les premiers épisodes de cette série dans lesquels j'explique tout simplement ce truc-là. Donc là, maintenant qu'on a lancé un rayon depuis le centre de l'écran, on va vérifier est-ce qu'on touche quelque chose. Donc si on touche un ennemi, si on touche un world ou des choses comme ça. Et en fait, le point d'impact du rayon, donc du line trace que nous allons lancer, ça va être en fait le point final, justement, l'endroit jusqu'où le rayon va partir. Donc ici, je vais faire un break hit result. Donc pareil, là, je vais taper une petite logique que je vais vous expliquer ensuite. Hop. Là, je vais faire un sequence. Ici, je vais faire un spawn system at location. Donc ça va me permettre de faire apparaître mon système Niagara. Ensuite, je vais faire un get player character. Je vais prendre le mesh de mon player, donc get mesh. Je vais faire un get socket location. Voilà. Je vais brancher ça ici. Dans le socket, je vais appeler muzzle underscore 01. Le système template, je vais prendre le projectile autogun. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait apparaître mon système Niagara au niveau du museau de l'arme. Donc pareil, ça c'est ce qu'on a vu au début de la série. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à la regarder depuis le début. Et donc ici, une fois que ça c'est fait, je vais faire un set vector parameter. Le vector parameter, je vais l'appeler custom beam end. Attention, respectez bien la manière d'écrire par rapport à ce qu'on a mis ici dans l'émetteur. Donc dans l'émetteur, on a fait une variable custom beam end. Donc ici, j'écris exactement pareil. Je vais faire un select vector. Ce select vector, je vais brancher le blocking hit ici. Ensuite, le location, je vais brancher dans le A. Et le trace end, je vais brancher dans le B. Et enfin, là, je vais faire un set float parameter. Je vais appeler ça custom lifetime, comme on a appelé ça ici. Donc c'est le paramètre custom lifetime que je vais modifier. Et donc là, ici, je vais lui donner une valeur que je vais assigner à une variable que je vais appeler rate of fire. Donc, la vitesse de tir. Et la vitesse de tir, comment est-ce que je vais définir ça? Je vais venir dans les 20 graphes ici. Et en fait, la vitesse de tir, c'est ce truc-là. C'est le fameux calcul qu'on a fait plus tôt. Donc, je vais mettre ça ici. Et donc, la vitesse de tir, donc à chaque fois qu'il y a un nouveau laser, je vais stocker le temps ici. Donc, le rate of fire. Et donc là, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? C'est, j'ai fait apparaître le système Niagara au niveau du museau de l'arme. Ensuite, dans ce système Niagara, j'ai changé le paramètre custom beam end qui représente le point final, enfin le point d'arrivée du laser. Donc ce point d'arrivée du laser, quelle donnée est-ce que je lui ai mis? C'est si jamais le line trace que j'ai fait plus tôt a touché quelque chose, on lui donne la position de l'endroit de l'impact. Si par contre ce laser n'a rien touché, on donne la position du bout du line trace. Le line trace, pour info, il va à un range de 10 000 unités. Donc maintenant que ça s'est fait, donc si je lance l'exécution, normalement, on devrait déjà voir notre laser apparaître. Donc là, vous pouvez voir, il clignote un petit peu, c'est tout simplement parce qu'il disparaît à chaque fois que il a fini tout simplement. Donc ici,
maintenant que ça c'est fait, on va faire un dernier truc, c'est que plus tôt dans la série, nous avons donné la possibilité de faire des dégâts sur les ennemis. Et donc là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un hit actor, je vais faire un apply point damage. Donc là, c'est ce qu'on a fait dans le primary gun. Je vous invite à revoir le code du primary gun. Le base damage, je vais mettre ça à, on va dire que le laser fait 2 de dégâts par défaut. Je vais faire un promote to variable. Je vais appeler ça base damage. Ensuite, le hit info ici, je vais juste faire un make hit result. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'un des épisodes précédents, ici, on définissait le physique material. Soit c'est le body qu'on a touché, soit c'est la tête. Donc soit c'est le corps, soit c'est la tête. Nous, on va mettre par défaut le corps. On ne va pas chercher à faire de headshot ou des choses comme ça. On va partir du principe que dès que ça touche un ennemi, ça lui fait des dégâts comme si ça touchait le corps. Ici, le event instigator, je vais faire get player controller. Et le damage causer, je vais faire un get player character. Donc ici, instigator, c'est quel contrôleur fait les dégâts. Combien de dégâts il fait sur l'ennemi, donc l'acteur qui a été touché. Et ensuite, le get player character, c'est quel est l'acteur qui a fait ces dégâts. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais faire apparaître un petit émetteur en plus. Donc cette spawn emitter at location. Donc là, pareil, je fais apparaître un émetteur à un endroit. Et où est-ce que je le fais apparaître? Je le fais apparaître à l'endroit de l'impact. Donc l'endroit de l'impact ici. Pourquoi est-ce que je prends l'endroit de l'impact et pas ce truc-là? C'est tout simplement parce que si on est passé par là et que l'acteur est valide, c'est tout simplement parce qu'on a bien touché quelque chose. Donc je prends l'endroit de l'impact directement. Ici, l'emitter template, je vais choisir en fait on a utilisé ça plus tôt, c'est voilà, le primary hit character. Donc ça, c'est un système qu'on a utilisé dans un des épisodes précédents. Et le rotation, je vais tirer un rotation from X vector, justement pour aligner la rotation sur la normale, comme on l'a fait dans un des épisodes précédents. Et le hit from direction, ici, je vais brancher directement sur le trace start pour dire que ça provient de l'origine du laser. Donc je compile et je lance l'exécution. Notre fusil automatique fonctionne correctement et si je tire sur un ennemi que nous avons créé précédemment, nous pouvons voir sur la gauche que nous faisons bien 2 dégâts directement sur l'ennemi. Donc voilà, si ça vous a plu, en attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à regarder la série Let's Game Dev de Zelda Breath of the Wild ci-dessus, dans laquelle nous reproduisons les mécaniques de Zelda Breath of the Wild sur Unreal Engine. En attendant, je vous dis à très bientôt, c'était Evans, ciao!